Bonsoir tout le monde et je tiens vraiment à remercier pour cette invitation la chaire Inégalité de Lyon 2, aussi le Centre d'études postcoloniales de Lyon et les Invisibles de Stonewall. Pour cette invitation, comme il le disait tout à l'heure, moi je suis anthropologue et j'ai soutenu une thèse en anthropologie sociale sur les masculinités au Maroc et j'ai travaillé donc sur une société dite arabo-musulmane. Bon, c'est une question, mais je contexte ce terme parce que je préfère parler plutôt de société islamique que de société arabo-musulmane, mais c'est ça une autre question. Donc j'ai travaillé au Maroc sur les masculinités et sur les subjectivités homosexuelles, ou plutôt sur des pratiques homoérotiques entre hommes dans la ville de Marrakech. Ça, c'est le préambule de ma présentation. Donc, je vais parler aujourd'hui, et je remercie beaucoup de cette invitation pour parler de mon nationalisme, parce que j'ai aussi, de par ma vie militante et intellectuelle, je me suis intéressé à la question de l'homonationalisme, d'une part parce que sur mon terrain au Maroc, je me suis aperçu que les catégories sexuelles ne marchaient pas, comme on disait tout à l'heure. Céline ne marchait pas forcément de la même façon ailleurs qu'en Europe, parce que justement ces catégories sexuelles sont historiquement et culturellement situées dans une histoire, dans un parcours. Et je me suis aperçu que ces mêmes catégories sexuelles, telles l'homosexualité par exemple, la gaïtude, les catégories queer et aussi l'hétérosexualité, ne marchait pas forcément de la même façon et parfois ne marchait pas du tout. Donc je me suis intéressé à la question de l'homonationalisme parce que la question de l'homonationalisme pose d'une certaine façon la question, à mon sens, de comment on utilise ces catégories sexuelles à des fins racistes, mais aussi et comment la généalogie de cette catégorie a une histoire qui a des effets sur les sociétés contemporaines en Europe, en Occident, aux États-Unis, mais aussi au niveau international, donc dans un cadre d'impérialisme sexuel, ce que Joseph Massad appelle de l'impérialisme sexuel. Et que donc toutes ces questions de catégorisation et des catégorisations des minorités sexuelles sont des questions qui nous intéressent au plus haut point quand on s'intéresse à l'intersection entre sexualité et racialisation. Mon intervention s'appelle Le sexe de la nation. C'est un peu un titre un peu général pour exprimer quelque chose que je veux dire, j'espère pas trop longuement, sur une intersection entre donc les catégories sexuelles et la construction de la nation occidentale. Il me semble important de dire tout de suite, comme beaucoup d'historiennes féministes notamment l'ont dit, mais entre autres Mira Jubal-Davis dans un livre de 1997 qui a écrit un livre sur genre et nationalisme, que la reproduction de la nation pour cet auteur se fait essentiellement sur une division sexuelle du travail où les femmes sont assignées essentiellement à la reproduction du corps national et sont aussi assignées à la reproduction de l'idéologie nationale et nationaliste de la nation à travers l'éducation, à travers un répertoire symbolique par laquelle la nation se perpétue. Donc les femmes sont assignées à la fois à reproduire le corps de la nation, c'est-à-dire les individus qui forment cette nation, mais aussi sont assignées à la reproduction de l'idéologie nationale, à travers aussi la transmission de génération en génération. Cela est quelque chose qui est bien argumenté, bien étudié maintenant par les historiennes du nationalisme et par les féministes qui s'intéressent à cette question. La chose qui est intéressante est que cette division sexuelle du travail
dans la formation de la nation est aussi, comme on peut bien le comprendre, aussi une division sexuelle hétéronormée, c'est-à-dire que l'hétérosexualité obligatoire, l'hétérosexualité qui est à la base de cette reproduction nationale est fondamentale. Fondamentale parce que dans la division du travail qui assignant les femmes à la reproduction, évidemment, cette reproduction s'insère dans un cadre hétérosexuel et dans un cadre d'une hétérosexualité obligatoire. Cela fait que tous les sujets ou tous tout ce que excède ce cadre de reproduction nationale est en quelque sorte rejeté dans une objection au dehors du cadre national. Ce qui est rejeté au dehors du cadre national, ce sont donc la non-hétérosexualité, donc toutes les minorités sexuelles, mais aussi tous ceux qui ne rentrent pas dans un cadre de reproduction d'une nation qui est fondée aussi, il faut le rappeler, sur une reproduction raciale et fondamentale. Il y a eu donc dans la formation des États-nations toujours une association qui était très forte entre ce qu'on appelle les perversions sexuelles, mais aussi, comme on l'a rappelé tout à l'heure, de tous les sujets qui ne rentraient pas dans une vision de la nation, dans le cas de l'Europe, une vision qui s'est construite dans le rapport colonial, donc en opposition avec les colonisés, donc il s'est construite sur la base d'une formation à la fois hétérosexuelle et à la fois blanche. Donc il y a cette formation de la nation blanche et hétérosexuelle fait en sorte que tous les sujets et toutes les identités qui ne sont pas cadrés dans cette configuration sont mis à la marge, et sont dans l'objection. C'est un peu à partir de cette idée que Jasbir Puar, qui a pour la première fois introduit le concept de monationalisme dans son livre Terrorist Assemblages, qui a été traduit partiellement en français en 2010, il me semble, ou non, plus tard, 2012-2013. Jasbir Puar, donc, considère que dans les dernières années, donc dans ce livre Terrorist Assemblages, dans les dernières années, on constate un changement dans la constitution de la nation, dans la constitution de l'idéologie nationale. L'idéologie nationale s'est constituée classiquement, donc comme on l'a dit, par une hétérosexualité foncière et par le rejet de tous les sujets qui ne sont pas dans le cadre national blanc, donc tous les sujets non blancs. Pour Jasbir Puar, à partir du 11 septembre 2001, on assiste notamment aux États-Unis à une reconfiguration de l'idéologie nationale américaine. Ce qui est intéressant, c'est que Jasbir Puar insiste sur le fait que les sujets qui étaient d'abord confinés à l'extérieur des confins nationaux, donc les sujets non normatifs par leur sexualité, commencent à partir du 11 septembre 2001 à pouvoir rentrer dans l'idéologie nationale hégémonique. C'est-à-dire que ces sujets, en clair les homosexuels, les lesbiennes et les sujets queer en général, arrêtent d'avoir une position d'extériorité à la nation, mais on commence à avoir un processus d'incorporation, un processus de remise en jeu de ces figures, de ces subjectivités, de ces identités dans le discours national, dans le discours nationaliste. Je
je ne vais pas trop me repeindre sur cette question, mais il me semble intéressant, et pour revenir aussi, il me semble, à des questions qui ont été posées dans la salle, dans la discussion tout à l'heure, que le concept d'homonationalisme me semble encore intéressant aujourd'hui, parce que Jasbir Puar construit ce concept d'homonationalisme sur deux questions principales. C'est-à-dire, d'un côté, la question du nationalisme, la question de la construction de la nation, la question de l'idéologie nationale, et de l'autre, le terme homonationalisme même dérive donc d'une contraction entre nation et nationalisme, mais de l'autre côté, Jasbir Puar parle de homonormativité, qu'elle emprunte à une autre théoricienne américaine qui s'appelle Lisa Dagan. Et Lisa Dagan conçoit donc les deux côtés pour pouvoir la question de l'homonationalisme n'est pas seulement la question d'une nationalisation des identités gays ou d'un simple racisme gay ou d'un simple racisme homosexuel. Il y a pour Lisa Dagan, ce n'est pas seulement la rentrée des homosexuels dans le discours national, dans le projet national, mais il y a un processus qui permet cette rentrée dans le processus de nationalisation des identités gays, c'est qu'elle appelle avec Lisa Dagan homonormativité. Ce qui est très intéressant parce que pour Puar, ce n'est pas toute l'homosexualité ou toutes les subjectivités sexuelles ou toutes les subjectivités queer qui sont happées par le discours national, mais ce sont certaines subjectivités homosexuelles et certaines subjectivités queer qui peuvent être traduites dans le discours national, au nationalisme. Ce qui est très intéressant parce que ça nous permet de voir et de comprendre quel est le soubassement de ce processus de l'homonationalisme que Puar décrit. Donc, l'homonormativité de Lisa Dagan est un phénomène de normalisation des subjectivités queer, normalisation qui sont faits notamment par un travail d'une population gay largement blanche, de classe moyenne, avec des capacités de mobilité, soit dans l'espace, soit socialement, qui sont élevées, centrées de plus en plus sur la seule revendication des droits, on l'a vu, des droits civiques, et particulièrement sur l'accession au mariage. Lisa Dagan insiste sur cette question de la normalisation des subjectivités queer, en faisant une forte critique des revendications et des politiques contemporaines basées uniquement sur les droits civiques et sur le droit au mariage, notamment à l'adoption, et aux États-Unis le droit à l'intégration dans l'armée. Ça, c'est un discours proprement américain sur la question de l'armée, mais qui est très fort aux États-Unis, qui a été très fort aux États-Unis dans les années passées. Donc, selon Dagan, cette normalisation des sujets queer s'inscrit dans une volonté d'intégration qui est toujours plus forte dans la société de consommation néolibérale. Lisa Dagan, elle est en train donc de montrer et de dire que cette volonté et les politiques des droits basées sur le mariage et sur l'adoption se fondent sur une volonté d'intégration aux politiques néolibérales. Et ce sont ces politiques néolibérales qui sont présentes aux États-Unis mais aussi en Europe qui produisent ces politiques de revendication qui demandent donc le mariage et l'adoption. Ce qui est intéressant avec ce concept de homonormativité, c'est que ce concept se fonde sur un autre concept qui est celui de l'hétéronormativité. L'hétéronormativité est un concept qui a été introduit par Michael Warner quelques années auparavant
et qui consiste à dire que les sociétés contemporaines sont fondamentalement basées sur l'hétérosexualité et sur l'hétérosexualité en tant qu'institution. Warner dit, par exemple, que l'hétérosexualité est pervasive de toute la société. On ne trouvera nulle part quelque chose, une place dans la société contemporaine occidentale qui ne consiste pas à soutenir un projet hétérosexuel. Or, l'homonormativité serait donc ces politiques qui s'accommoderaient de cette hétéronormativité ou qui iraient vers vers un même projet hétéronormatif, mais Dagan le dit et le précise largement, il n'y a pas pour autant une symétrie complète entre l'homonormativité et l'hétéronormativité. C'est là pourquoi, parce qu'on peut être autant homonormatif qu'on veut, mais l'État national et l'État, les institutions restent fondamentalement inscrites dans un cadre hétérosexuel. Et que donc les projets homonormatifs néolibéraux peuvent arriver à un certain point de normalisation, mais ils seront toujours inscrits dans une hiérarchisation qui mettra toujours l'hétérosexualité au point plus haut de la barrière. Donc, homonormativité et nationalisme sont les deux termes qui, pour pouvoir, servent à constituer son concept de homonationalisme. Dans son livre, un autre concept qui me semble très important et qui soutient donc le concept d'homonationalisme chez Pouard est le concept d'exceptionnalisme sexuel. Exceptionnalisme sexuel, ça veut dire que les États-Unis, après le 11 septembre, se construisent une idéologie nationale pour laquelle les États-Unis se voient comme un État exceptionnel garantissant les droits des homosexuels et les droits des femmes. Cet exceptionnalisme sexuel est par la suite utilisé comme une arme idéologique, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, on fait la guerre en Afghanistan pour sauver les femmes afghanes, parce que les États-Unis se présentent comme un pays qui protège donc les droits des femmes et des homosexuels. Autre chose intéressante dans le discours de Pouvoir est qu'elle insiste sur le fait, et ça, il me semble une question qu'on pourra débattre, parce que c'est une question qui me semble centrale dans la tentative de trouver des stratégies d'émancipation qui ne seront pas des stratégies racialisantes pour les sujets LGBT ou les sujets queer. Jasbir Puar met en avant le fait que le queer devient dans les dernières années un projet biopolitique qui construit donc les corps comme des corps blancs. La queerité devient de plus en plus, une queerité blanche devient de plus en plus quelque chose qui est excluante donc des corps qui sont non blancs. Donc ça, c'est une idée qui me semble intéressante et qui est aussi une idée qui a été reprise par Stéphane Dudink dans un article de 2011 qui questionne justement la blanchité de l'homosexualité. Dudink se pose la question de savoir est-ce qu'on va commencer à réfléchir au fait après avoir pensé à comment les Irlandais, à comment les Juifs, à comment les Italiens ont été blanchis, est-ce qu'on va pouvoir commencer à réfléchir à comment les homosexuels et les queers ont été aussi blanchis, c'est-à-dire à comment les identités homosexuelles, les identités queer sont aujourd'hui essentiellement blanches. Est-ce qu'on peut commencer à faire un travail de cette nature, comme on l'a fait par exemple avec, je disais, les Irlandais
aux États-Unis, mais aussi les Juifs aux États-Unis et en France, et les Italiens, par exemple, eux, aux États-Unis aussi. J'ai combien de temps? Il faut conclure. Donc, l'exceptionnisme sexuel, qu'est-ce que ça veut dire l'exceptionnisme sexuel et comment il marche l'exceptionnisme sexuel d'un point de vue idéologique? Il me semble, j'apporterai peut-être deux exemples. Un exemple international, quand Hillary Clinton, secrétaire d'État américaine en 2010, déclare que les droits des homosexuels et les droits des gays et des lesbiennes sont des droits humains et que les États-Unis veilleront à que ces droits soient respectés partout dans le monde, c'est parce que Hillary Clinton se pense elle-même comme quelqu'un qui est blanchi du respect des droits des homosexuels, c'est-à-dire que les États-Unis sont le point de lance des droits des homos et des lesbiennes, et que donc elles peuvent se faire garant dans le monde entier, donc dans leur politique internationale impérialiste, peuvent se faire garant de ce droit, justement parce qu'aux États-Unis, on a déjà tout résolu. À l'époque, il n'y avait pas le mariage, mais aujourd'hui, on a même le mariage, donc tout est fait, tout va bien chez nous, donc le problème reste les autres. Plus proche de chez nous, il me semble que ce discours civilisationnel, parce que ce n'est rien d'autre qu'un discours civilisationnel qui a fait rentrer les droits des homosexuels et des lesbiennes et les droits queer dans le discours de notre civilisation, à travers, notamment à travers la question des droits. Il me semble, par exemple, beaucoup plus proche de nous, que les discours qui sont tenus à l'Assemblée nationale par Christian Taubira lors des débats pour le mariage pour tous rentrent aussi dans ce dispositif civilisationnel. Vous vous rappelez les discours très poétiques de Madame Taubira lors de la défense du droit du mariage pour tous à l'Assemblée. Elle parlait effectivement d'une avancée civilisationnelle majeure pour la France. La France rentrait dans les pays qui pouvaient se considérer comme avancés en termes civilisationnels, et tous ces discours étaient en quelque sorte portés de cette manière-là. Il faut que je conclue. Donc, exceptionnalisme sexuel et queer comme projet biopolitique, et donc blanchiment des identités homosexuelles, il me semble deux idées qui sont essentielles et qui permettent aux politiques homonationalistes de fonctionner. Et peut-être je laisserai le temps des débats pour pouvoir donner d'autres exemples. On va dépasser de 5-10 minutes sur le temps de fin de conférence, du moins on va essayer. Et du coup, je vous propose, déjà merci pour ces interventions.